Je pense qu'il est temps de donner la parole à un anti-Montesquieu, qui est par excellence, comme l'a dit Henri Laurence ce matin, Anctil Duperron, dont le meilleur spécialiste parmi nous est Stéphane Van Damme, qui fait partie du département d'histoire de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Merci beaucoup. Il va beaucoup. nous parler donc de la preuve par l'Inde. Alors ça, ce titre-là me rappelle en fait le titre de Isabelle Landry de Ron, donc la preuve par la Chine. Exactement, c'est un hommage. Tout d'abord, merci aux deux maîtres d'œuvre de cette rencontre qui m'ont donné l'occasion de revenir sur ce texte, la législation orientale. Donc effectivement, c'est une référence disons, clair à un grand livre, La preuve par la Chine, d'Isabelle Landry de Ron, qui, justement, essayait de travailler l'idée qu'au-delà d'une construction de papier, d'une spéculation philosophique, ces sommes de savoir, en fait, ces lieux de savoir constitués par les jésuites. Alors là, on va voir qu'on n'a pas affaire à un jésuite, mais à un orientaliste. Alors, on sait bien, le thème du despotisme oriental, il a connu une énorme fortune dans l'immédiate après-guerre, en particulier à commencer par la guerre froide. Alors, juste pour citer évidemment le grand historien italien Franco Venturi, spécialiste des Lumières, qui s'interrogeait sur cette notion d'orientalisme oriental. Et dans les années 70, avec les phases de décolonisation, on a eu un débat qui s'est déplacé, un débat autour des questions postcoloniales qui a mobilisé les chercheurs, opposant d'un côté les disciples d'Édouard Saïd, et désireux de construire ou de déconstruire les discours orientalistes, et puis de l'autre côté des orientalistes comme Bernard Lewis ou Robert Irwin, dénonçant une représentation manichéenne de l'Occident. Ça, c'est vraiment un deuxième moment très fort. Alors, je dirais que contre ces visions assez idéologiques, il faut bien le dire, on doit à Henri Laurence, dans sa thèse d'État, d'avoir reconstitué ce qu'il appelle l'historicité de la querelle du despotisme oriental et d'avoir été l'un des premiers, justement, à faire une place à cet orientaliste Anquetil Duperron et essayer d'en prendre au sérieux les apports. Alors, dans les années 90-2000, on a toute une série aussi de travaux. Donc là, j'ai cité Lucette Valency, qui a aussi travaillé sur Anquetil Duperron, ou encore Jocelyne Dahlia, qui n'a pas travaillé sur Anquetil Duperron, mais qui, avec Lucette Valency, s'est intéressée justement à démonter le paradigme du despotisme autour de la notion d'arbitraire, de passion politique, voilà. Juste pour vous situer un petit peu le moment, alors évidemment autour de l'Empire ottoman. Alors, loin d'être épuisé, on peut dire que ces dernières années, il y a eu tout un renouveau des études autour d'Anquetil Duperron, et je pense qu'elles ont largement contribué du travail immense sur les manuscrits opéré par Catherine Volpiac-Auger autour de ce qu'elle appelle l'atelier Montesquieu, qui nous a permis aussi de mieux comprendre à la fois, on connaissait bien les sources de Montesquieu, etc., mais de relire ces sources aussi dans une démarche de génétique textuelle et de redécouvrir ce qui m'intéresse pour moi de manière fondamentale, la culture aussi géographique de Montesquieu, par la publication de la Geographica. Donc on a eu tout un renouveau autour de ces questions, et je dirais que, comme nous l'a montré Henri Laurence, il faut replacer Anquetil Duperron dans une dynamique de la controverse. Et cette figure qui a souvent été minorée, elle a fait l'objet, dans les 20 dernières années, d'un certain nombre d'études. Donc là, j'ai voulu les lister, c'est juste pour vous donner quelques repères. Celle de Jonathan Israel, évidemment, n'est pas sur le PowerPoint, dans Democratic Enlightenment, qui fait de Anquetil Duperron un penseur de la radicalité. Et on a donc une vision à nouveau
qui est très marqué par la lecture, disons, défense de la démocratie libérale, j'y reviendrai. Et je pense que là, il faut davantage mettre l'accent sur une dimension contextuelle, comme ça a été le cas pour des travaux récents. Alors, donc je vais procéder en 3 temps en essayant justement de montrer que cette intervention, 30 ans après, il faut quand même le noter, on ne peut pas dire que c'est une réaction immédiate à la publication de Montesquieu, mais 30 ans après, l'opération qu'essaye de monter Anquetil-Duperron, elle vise elle se nourrit, des nouvelles connaissances sur l'Asie, des nouvelles connaissances sur l'Inde. Et comme on va le voir, la querelle, elle stigmatise une forme de culture de l'ignorance chez certains philosophes, pour mettre au contraire en scène une nouvelle entreprise de connaissance. Alors, premier élément, cet engrenage polémique, il est dû au fait qu'Anquetil-Duperron est, depuis la publication de son premier ouvrage, le Zend-Avesta, qui était une traduction en 1771, est pris lui-même dans toute une série de controverses, de querelles, d'authenticité autour du statut de ce texte. Dans la législation orientale, parue en 1778, il reprend systématiquement la thèse défendue par Montesquieu. Alors, qui est cet Anquetil-Duperron? Il est né en 1731, il va mourir en 1805. Il est considéré par la tradition comme le premier indianiste de terrain, si j'ose dire. Sa formation religieuse est très importante. Il a été formé dans les séminaires jansénistes. Il a été formé à la théologie, aux civilisations orientales, aux langues orientales, et il décide, contrairement à l'habitude, de partir pour l'Inde en 1755 pour y chercher justement des manuscrits et apprendre les langues sur place. Il va mener en Inde toute une vie d'aventurier et d'académicien ambulant, comme il se qualifie. Mais bon, ça, c'est un peu la tradition hagiographique, parce qu'on sait que durant tout son séjour, il reste en contact avec le milieu des orientalistes parisiens, très ancré autour de la bibliothèque du roi, et il reste aussi en contact avec le secrétaire d'État des Affaires étrangères, et surtout les différents consuls à Surat, mais aussi les représentants de la Compagnie des Indes. Donc c'est quelqu'un qui est, au-delà de l'aspect savant, très bien connecté, si j'ose dire, au pouvoir. À son retour en France en 1762, il va déposer 18 manuscrits à la bibliothèque du roi. Alors, pour Lucette Valency, Anquetil-Duperron n'était pas une figure isolée, mais au contraire, il a multiplié ses efforts pour être reconnu dans le milieu orientaliste parisien. Et donc, on peut dire que la publication de la législation orientale, d'une certaine manière, peut être lue comme une nouvelle tentative de légitimation. La première ayant partiellement échoué, puisqu'il a été très critiqué dans le monde philosophique du début des années 1770. Il avait été fragilisé par cette réception, et donc il va opérer une sorte de tour de force pour placer son livre au cœur de plusieurs controverses qui sont particulièrement saillantes au tournant des années 1770 et 1780. Premier élément, alors ça, là, j'ai repris un petit peu la liste des ouvrages qui sont étudiés par Bertrand Binoche autour de la querelle du despotisme. Si on prend alors une indication très peu scientifique, celle Ngram, donc à partir des ouvrages numérisés par Google du terme despotisme oriental, on voit bien par contre. Alors, comme je le répète, c'est à prendre avec des pincettes, mais on constate bien des séquences très claires dans cette reprise de la querelle. Ces échanges attestent la construction d'une véritable chaîne de pamphlets ou de traités qui sont liés les uns aux autres. Et d'ailleurs, au sein même du traité de Anquetil-Duperron, il y a
l'ouverture de véritables duels spéculatifs avec des auteurs comme Boulanger, par exemple, ou l'anglais Alexander Dow. Ces textes construisent un réseau de référence autour du commentaire de Montesquieu, où se joue donc un nouveau statut de l'orientalisme, comme forme d'expertise gouvernementale, et pas simplement comme savoir philosophique. Donc là, ce que fait Anquetil du Perron, c'est qu'il déplace le statut de la querelle, qui était finalement une querelle qui pouvait passer pour une querelle de juriste ou une querelle de philosophe. Et il le place du côté de l'expertise, avec l'amorce d'un engrenage polémique qui est lié aussi à des actions politiques et diplomatiques. Il faut en effet lire ce livre dans le contexte qui est celui des mémoires qui sont adressées par les agents de la Compagnie des Indes tout au long dans cette décennie 1770 au secrétaire d'État à Paris, et qui essaye d'éclairer la situation, et qui essaye aussi de projeter, si j'ose dire, l'influence française dans le contexte indien. On sait, ces mémoires qui sont conservées nous permettent justement de reconstituer, si j'ose dire, en filigrane cette contextualisation. Et ce qui est frappant, c'est que tous ces mémoires prennent au sérieux les pouvoirs, en particulier le pouvoir moghol, de l'Empire moghol, le traitent comme un gouvernement rationnel et légitime. Donc, au même moment où cette vision qui est promue par les administrateurs, par les agents qui s'occupent des affaires indiennes, finalement elle triomphe. Elle triomphe dans l'espace public grâce à ce traité de la législation orientale. Eh bien, le secrétariat d'État change de stratégie. Je vais y revenir. Duplex, donc le gouverneur Duplex, qui avait toujours présenté le gouvernement moghol du Nord comme légitime auprès de ses alliés d'Hyderabad, eh bien, tout d'un coup, face à l'affaiblissement du pouvoir central moghol, décide d'intenter presque un procès à l'égard de l'Empire moghol. Et donc, ce pauvre traité de la législation orientale, qui était supposé servir d'une certaine manière le milieu orientaliste français et l'adosser à la politique de la monarchie française, se trouve tout d'un coup en porte-à-faux par rapport à ses intentions initiales. En 1781, Anquetil du Perron ira même jusqu'à écrire au secrétaire d'État à la Marine de Castries que la France doit choisir entre s'allier avec Mysore, qui est gouverné, je vous mets une carte, qui est gouverné par un musulman, ou bien la cour maratha hindoue à Poune. Donc là se dessine aussi une autre tension entre le choix d'un allié musulman, une puissance musulmane, ou, de l'autre côté, le choix d'un pouvoir hindou. Et on va voir que cette question va être très importante, en particulier à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, il y a bien une bataille d'alliance que se livrent les Français, et derrière la dénonciation des Anglais dans la législation orientale, on voit bien que se joue ici l'idée d'un revers d'alliance. Alors, ce texte est aussi un lieu philosophique. On l'a amplement rappelé. L'Inde, c'est un personnage conceptuel, évidemment, très présent chez Montesquieu. La nouveauté depuis la fin du XVIIe siècle est que les savoirs orientalistes sont de plus en plus adossés à des institutions de l'État royal. Sur la page de titre de l'ouvrage, l'Académie des inscriptions comme la Bibliothèque du roi sont mentionnées. La querelle s'inscrit donc aussi, je l'ai déjà dit, dans un processus de revendication, d'assignation des savoirs. Qui édite cette législation orientale? Ça n'est pas n'importe quel éditeur, c'est Marc-Michel Rey, qui est le grand éditeur des encyclopédistes, de Diderot, mais aussi de Voltaire, de Rousseau ou du baron d'Holbach. La centralité de l'Inde dans la démonstration de Montesquieu offre en effet pour Anquetil du Perron une occasion rêvée pour exposer une nouvelle représentation de l'Inde fondée sur les savoirs orientalistes. Alors la démonstration d'Anquetil du Perron, elle se déploie en 3 temps. Dans un premier temps,
il discute la thèse centrale, à savoir, de Montesquieu, à savoir, est-ce que la représentation du despote en souverain absolu dépend de la question de la religion, mais aussi de l'état des sciences, des arts, de l'agriculture, du commerce, et enfin de l'administration, de la politique. Donc là, c'est vraiment une discussion sur ce qui fait tenir le despotisme oriental. Dans un deuxième temps, il montre que la Turquie, la Perse ou l'Hindoustan disposent d'un code de loi. Et là, il se livre à une véritable anthropologie juridique, véritable étude comparée du droit. Son analyse documente la normativité et la rationalité juridique de ces empires en puisant dans une vaste gamme de codes, de lois, dans les coutumes écrites et non écrites, les codes généraux faisant un parallèle avec les sources du droit en Europe. Et enfin, dans un troisième temps, il aborde la question de la propriété. La question de la propriété universelle de ces empires, qui serait celle du grand Moghol ou du sultan, examine pour chaque empire les notions de propriété privée. Ce qui est intéressant, si vous regardez bien, ce n'est pas juste une discussion philosophique. Il va documenter sa démonstration avec des notes, avec des additions, avec des descriptions qui sont autant d'informations qui viennent étayer sa démarche. On va retrouver des cartes, on va retrouver des extraits de gazettes, on va retrouver des mémoires sur le théâtre en Turquie, on va retrouver des tableaux de mesure, donc la question de la métrologie. On va trouver aussi des descriptions de fonctions de l'administration moghole. Au total, on a une allure documentaire qui tranche avec la définition pamphlétaire qu'on donne souvent à cet ouvrage. Alors, l'autre élément sur lequel je voulais insister, c'est l'idée que c'est dans la critique qui est adressée aux puissances occidentales, cette fois-ci. Henri Laurence l'a bien dit dans son introduction, il y a un retournement, le despote. Il s'agit d'ensauvager l'Europe. Le sauvage, c'est l'européen, et le civilisé, c'est l'oriental. Dans ce retournement, il y a une autre tension qui apparaît entre deux formes d'empire, parce que la France, la monarchie française, a encore elle a perdu après 1763 ses possessions, ou quasiment dans le sous-continent indien, mais elle a encore la possibilité d'une autre forme d'empire, qui est celle de l'empire commercial. Et donc là, effectivement, le paradigme du commerce fait retour, d'une certaine manière, sur ce plan-là. Le spectre de Montesquieu, qui avait été conjuré, fait retour. Anquetil du Perron plaide pour ce qu'il appelle un empire commercial et non pas un empire colonial. Et je cite, « Jamais l'Europe ne conservera dans l'Inde des possessions très vastes, simplement par la force des armes ». Fin de citation. Il va revenir sur cette question en 1789 dans un autre traité sur la dignité du commerce, et puis en 1798 dans un autre traité encore, l'Inde au rapport de l'Europe. Il revient sur les pratiques déloyales des Britanniques qui contrôlent le commerce des Indiens. Il mentionne, je cite, les erreurs des Européens sur la manière de faire du commerce dans les Indes et d'y former des établissements. Alors c'est très intéressant parce qu'on a un moment d'hésitation dans la politique, dans les hautes sphères, qui mobilise aussi beaucoup les économistes, l'économie politique, entre deux visions de cette projection de la monarchie française, entre d'un côté une forme de colonialisme, bien entendu, et qui va s'exprimer en particulier dans les îles à sucre, donc dans les Caraïbes, l'espace caribéen, mais on a aussi une politique, ce qu'on appelle une politique sans territoire, qui est aussi avancée par certains économistes. Cette fabrique, vous voyez, d'une France monde, n'a pas laissé indifférents les savants. C'est ce que je voulais dire. L'orientaliste, ce n'est pas simplement un orientaliste de cabinet. On voit bien que la notion de terrain, sur laquelle je vais revenir, est très importante. Le livre montre bien qu'il y a du jeu, il y a du conflit, il y a de la négociation au sein des institutions centrales, comme dans les colonies ou les théâtres d'opérations non gouvernés par la France. Le projet d'un empire informel, qui a été aussi récemment étudié par David Todd, un empire informel qui commence, ce projet commence autour des années 1780-1790, et il va triompher parmi certaines élites libérales au début du XIXe siècle. Eh bien, ce projet est déjà en germe. C'est un projet parmi d'autres projets. Alors, face aux visions continentales, on en a beaucoup parlé en parlant de la Russie,
face aux visions continentales qui accordent de plus en plus de poids au monde euro-asiatique. Et très clairement, c'est dans ce cadre-là aussi que le projet d'étude des Indo-Européens prend tout son sens. De l'autre côté, il ne faut pas minimiser, il y a le projet maritime, le projet océanique, qui a ses partisans. Alors, le deuxième élément sur lequel... Alors, je passe la question du despotisme agraire et hydraulique. Je voulais faire aussi une mention, juste pour dire qu'il y avait des travaux très récents et des thèses de jeunes docteurs qui avaient permis justement de faire retour sur cette question, cette rematérialisation de l'argument qui est opéré par Anquetil-Duperron, qui va vraiment prendre au sérieux la question des fleuves, la question hydraulique, la question de l'irrigation, vous en avez parlé, mais aussi la question de l'agriculture, la question forestière, etc. C'est pas anodin. C'est un moment où, justement, il y a des mémoires. À la fin des années 1770, il y a un débat dans l'économie politique entre, d'un côté, un Adam Smith, dans La richesse des nations en 1776, qui essaye justement de ridiculiser la définition très physiocratique, très française, d'une certaine manière, de l'empire comme un empire agraire, par exemple, et puis agricole, et puis de l'autre côté, alors qui renvoie à l'Antiquité pour lui, et puis de l'autre côté, les empires modernes qui, au contraire, seraient ancrés sur les manufactures et le pouvoir commercial. Alors, on connaît, j'espère, qu'on connaît Pierre Poivre, donc notre petit gouverneur de l'Île-de-France, qui bataille dur, qui va publier donc son mémoire sur l'agriculture de tous les peuples du monde, qui justement essaye de prendre position pour définir justement le paradigme agraire ou agricole. Une attention dans ce cadre est donnée, par exemple, à les techniques agricoles importées de Chine. Le grenier chinois, par exemple, fait l'objet d'une fascination très claire. Voilà, donc cette idée, c'est vraiment de rematérialiser l'argument qui était proposé par Montesquieu. Le deuxième élément, et j'irai très vite, c'est la question de l'objet de savoir. L'Inde, c'est pas qu'un personnage conceptuel, justement. C'est un objet de savoir. Et ça, c'est la force du savant orientaliste, c'est justement de montrer que face à lui, il a affaire à des ignorants qui ne connaissent pas la réalité de ces sociétés orientales. Donc l'entreprise d'Anquetil-Duperron, elle est vraiment décalée par rapport au projet philosophique et juridique de Montesquieu, pas simplement sur le plan des arguments, mais aussi sur le fait qu'il met en avant des opérations de savoir, des opérations intellectuelles très précises. Et en cela, il s'inscrit dans une tradition que je pense française, qui date du milieu du XVIIe siècle et qui poursuit. Alors je signalerai ici deux opérations. Première opération, c'est vraiment l'idée d'observer le despotisme oriental. Ça s'observe, en fait. Voilà. C'est pas une ethnographie, c'est une autopsie. Là, on prend appui sur une tradition qui était plutôt une tradition sceptique depuis le milieu du XVIIe siècle, qui est dérivée de la culture médicale, en fait. Donc, quelqu'un comme François Bernier, qui est envoyé à la cour du Grand Mogol, eh bien, il propose une analyse de l'absolutisme moghol in situ. Donc, sur le terrain, il s'agit donc de montrer et d'observer. C'est vraiment très intéressant, cette pratique de l'observation politique, parce qu'on la retrouve chez Anquetil-Duperron. La cour du Grand Mogol, ce n'est pas juste une allégorie du pouvoir absolutiste, c'est des choses très concrètes qu'il faut analyser. D'où aussi, alors chez Bernier, on insiste beaucoup sur la société de cour, c'est ça qui, au milieu du XVIIe siècle, est, je dirais, l'objet prégnant, l'objet qui est analysé, au moment où, côté versaillais, on se met en place la société de cour en Europe. Mais de l'autre côté, évidemment, pour Anquetil-Duperron, il s'agit d'analyser davantage l'administration, la monarchie administrative. Donc là, c'est aussi peut-être aussi un argument qui va du côté de Tocqueville. Déjà, on évolue vers une vision beaucoup plus administrative du gouvernement des empires. Et donc, tout ce qu'on avait pu dire sur la société de cour, la question de la noblesse, bien analysé aussi par Henri Laurence,
eh bien, là, on va davantage accorder de poids à la description des appareils d'État, hein, de l'administration. Alors, c'est intéressant parce que cette culture de l'observation, peut-être que vous le savez intuitivement, elle émerge comme une catégorie, comme un cadre d'analyse scientifique tout à fait important au XVIIIe siècle. Ce n'est pas simplement qu'il y a des observations médicales, des observations astronomiques, des observations d'arithmétique politique, etc. Ça devient une sorte de paradigme. Voilà. Pour analyser la nature des sociétés comme la nature naturelle, si j'ose dire, eh bien, il faut procéder à partir du régime de l'observation. Le deuxième élément qui est vraiment très fort chez Anquetil-Duperron, c'est l'accent qui est mis sur la politique de la langue et sur la science de terrain. Vous le savez, c'est pour ça qu'il a été souvent perçu comme un héros voilà, comme l'un des premiers à défendre l'apprentissage des langues orientales. J'avais un petit peu analysé ça autour de ses activités d'antiquaire, d'archéologue, qui était vraiment très proche de celle du comte de Caylus, où il recourait à la mesure. Ça, c'est des pratiques d'ingénieur, si vous voulez, qui étaient vraiment très fortes. Mais l'autre aspect qui est très très fort dans la querelle qu'il oppose au jeune William Jones autour de son premier livre, c'est la question de la langue et la question du terrain. Pour William Jones, il suffit de rester à la Bodleian Library, bien sûr, et vous avez à votre disposition un savoir livresque qui vous permet d'approfondir l'étude des langues orientales. Alors que pour Anquetil-Duperron, cette connaissance, ce savoir livresque doit être complété par ce qu'il appelle une philologie de terrain. Il faut aller sur place, il faut aller voir des manuscrits et surtout il faut rencontrer des savants locaux. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'en pleine guerre de 7 ans, cette pratique, elle est dangereuse, elle est risquée, et puis on va le prendre pour un espion. Les Anglais vont l'arrêter et il va revenir comme un captif en Europe sur un bateau, et il sera il devra passer, il sera retenu en captivité en Angleterre. Et donc, ça va encore nourrir son ressentiment à l'égard des Anglais, bien évidemment. Donc, là, on voit bien comment on change de perspective avec cette idée de philologie de terrain, mais aussi d'interaction avec les savoirs locaux. Voilà. Et puis, pour finir, alors, désolé, j'ai laissé le... Bon, voilà, exemple typique de ce qu'on trouve chez François Bernier, sur cette représentation de la cour du Grand Mogol. Vous voyez, bon, c'est des images qui rappellent, en fait, les représentations qu'on peut avoir des cours européennes. Donc, on est sur ce registre visuel aussi qui est très fort. Alors, je passe... Voilà. Alors, juste pour finir, sous forme de conclusion, il y a véritablement chez lui, comme je viens de le dire, une forme de cosmopolitisme. Et d'ailleurs, les travaux les plus récents ont beaucoup insisté sur cette dimension. C'est un cosmopolitisme savant. Mais j'ai envie de dire, il faut quand même un petit peu nuancer. C'est pour ça que j'ai aimé qu'il est un peu équivoque, il est un peu ambigu, il est un peu ambivalent. Surtout que de 1771 à sa mort en 1805, donc il va continuer à écrire. Un vaste continent de manuscrits sont conservés à la Bibliothèque nationale. Qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre en fait plusieurs visions, plusieurs projets. Premier projet, c'est le projet du jeune Anquetil-Duperron. Voilà, on va créer une sorte de CNRS, si vous voulez, une académie mobile. On va essayer de créer un corps de savants qu'on va envoyer aux 4 coins du monde. Donc ça, c'est un très beau projet de savants qui vont entrer en interaction avec ces savants locaux. C'est évidemment le modèle académique qui est utilisé. Donc voilà cette idée d'une académie mobile qui est proposée dans les années début des années 1770. Le deuxième point qui est intéressant à noter, c'est sa pratique de la comparaison. Plus on va avancer, plus il va avancer dans la carrière, plus il va élargir ses comparaisons. Si la législation orientale est vraiment, porte vraiment sur une comparaison déjà vaste entre l'Empire ottoman, l'Empire perse et l'Empire moghol, à partir des années 1780, on va voir que
on va essayer d'élargir à l'Amérique en particulier. Pourquoi? Parce que la législation orientale, elle a aussi, je l'ai déjà dit, mais elle a une visée politique. Au moment où la France soutient la guerre d'indépendance américaine contre l'Empire britannique, contre la domination britannique, eh bien, il faut proposer une alternative. L'élargissement de la comparaison avec la situation américaine, elle s'inscrit justement dans cette idée de justifier aussi l'intervention du corps expéditionnaire français dans les colonies américaines, mais elle a son revers, et c'est très intéressant, il y a un retour. Voilà. On regarde l'Amérique et on se retourne vers l'Inde en proposant de créer ce qu'il appelle les États-Unis d'Inde, les États-Unis d'Inde. Et là, l'idée, c'est d'unifier les petits États de l'Inde du Sud contre la Grande-Bretagne, contre les manœuvres de la Grande-Bretagne dans le sous-continent indien. C'est très intéressant parce que depuis longtemps, on avait édité ces lettres écrites par Duperron à Benjamin Franklin. Très intéressant, déjà dans les années 1940, on a à disposition ces lettres. Alors là, on voit bien qu'il y a à la fois un intérêt orientaliste, donc pour les écrits d'Anquetil-Duperron et pour les savoirs qui sont produits en France sur l'Inde, mais il y a aussi tout un élément qui porte sur la dimension justement politique qui va s'affirmer. Alors, cette portée, on va dire plutôt globale ou universaliste, qui s'affirme dans ses derniers écrits, elle renvoie à une stratégie de globalisation des intérêts français. Il ne quittera jamais cette idée, cette réflexion politique ou géopolitique qu'il a, et comment articuler les savoirs produits sur l'Inde ou sur d'autres parties du monde avec cette scène diplomatique et cette intervention. Voilà. Donc, je termine là-dessus. Cette vision universelle des sciences et des arts qu'on retrouve vraiment dans la législation orientale, elle est comme celle de Jean-Sylvain Bailly, qui voit l'origine des sciences en Asie. Elle a son revers, et dans son dernier texte qui est une traduction latine d'un texte sanskrit très connu, enfin d'une collection de textes, les Upanishads, eh bien, on a remarqué en fait que progressivement, il se détachait d'une vision musulmane, islamique du texte. Il introduisait là, donc très clairement, un écart avec une prise de position qui est revendiquée comme pro-hindouiste, d'une certaine manière, dans son dernier texte. Voilà. Donc, j'ai été trop long, mais retenez l'idée que c'est une contribution très riche, en fait. Alors, du coup, c'est un texte très difficile à lire, parce qu'il est très boursouflé, ça a souvent été noté. Le style on a dit que le style était hérissé, barbare, voilà, parce que l'éditeur lui-même se plaint du fait qu'Anquetil-Duperron rajoute dans l'atelier de l'imprimerie des passages, etc. Donc ça fait une démonstration qui est assez étrange, évidemment, mais c'est, à mon avis, un point d'observation, un site d'observation très intéressant sur la question du despotisme, qui articule savoir et pouvoir à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Merci. Merci beaucoup Stéphane Van Damme pour cet exposé extrêmement fouillé, extrêmement complet, qui justement en fait montre bien que bon, on présente toujours Anquetil-Duperron un peu comme l'anti-Montesquieu de façon assez sommaire, mais en réalité là il y a véritablement une sorte de révolution qui se passe entre les deux. C'est-à-dire en fait dans la trentaine d'années qui les séparent, donc une génération, au fond on quitte un petit peu le Montesquieu, rétrospectivement en tout cas, apparaît un peu comme le dernier des humanistes de la Renaissance, alors que Anquetil-Duperron annonce en fait
un nouveau régime de savoir, effectivement, comme vous l'avez montré. Et vous avez bien montré aussi, en fait, cette espèce de collusion entre donc un projet, on pourrait dire, savant, scientifique, donc un parti pris justement d'aller voir sur place, de faire de l'observation de terrain, qui pourrait en fait apparaître un petit peu dans la continuité de ce qu'ont fait les jésuites, en particulier les jésuites français, en fait, en Chine, qui eux justement avaient bien compris bien avant l'heure que il n'y avait pas moyen justement enfin leur projet était évidemment autre, c'était de convertir donc les Chinois à la foi chrétienne, mais la méthode était quand même très originale, c'est-à-dire qu'ils avaient compris qu'il fallait non seulement se rendre sur place, mais immédiatement en fait apprendre la langue, se rapprocher des élites pour pouvoir donc frapper à la tête du pouvoir impérial. Donc d'une certaine façon, on est un peu dans cette continuité-là, mais avec évidemment en fait un contexte mondial qui a complètement changé, puisque effectivement Anquetil du Perron c'est aussi un anti-anglais. Il a combattu toute sa vie, enfin justement contre l'influence anglaise en Inde. Alors vous avez bien montré justement le fait qu'il a beaucoup travaillé avec la Compagnie des Indes, qui elle-même était opposée à l'East India Company, donc très présente en Inde. Et on voit que les savants, vous avez parlé de William Jones, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, les orientalistes anglais se sont formés exactement de la même façon. C'est-à-dire vous avez un effet de miroir là entre la guéguerre entre les Français et les Anglais est tout à fait instructif de ce point de vue-là. Et donc tout ça aboutit. Alors je plaide pour ma chapelle. En 1814, à la création ici au Collège de France des premières chaires dédiées donc aux études chinoises et sanskrites. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce processus. Alors, ce que vous appelez le cosmopolitisme savant, alors là, je suis un peu provocatrice, mais est-ce que on ne pourrait pas parler d'une sorte d'impérialisme scientifique, en fait, qui vient doubler justement l'entreprise colonialiste? Alors c'est compliqué parce qu'effectivement, on l'a souvent assez vite identifié à une posture anticolonialiste, par exemple. En fait, on se rend compte que non, ce qu'ils souhaitent, c'est la restauration de la puissance coloniale française, très clairement, et qu'elle reprenne place dans le sous-continent indien et en Asie plus particulièrement. Donc, donc, il y a ce mouvement de balancier, mais en même temps, il est critique à l'égard de l'expédition d'Égypte, par exemple. Et ce qui fait que dans cette scission qu'il opère entre culture musulmane, donc pour lui persane, parce qu'en fait, il n'a pas d'accès, il n'a vraiment jamais travaillé sur... Et puis de l'autre côté, la culture hindouiste, c'est au fond une réponse à l'expédition d'Égypte. Il refusera de prêter serment au nouvel empereur, et il se mettra en retrait de l'Institut national. Et donc, c'est un personnage qui est un peu retors parce que à peine on essaye de préciser sa position et à peine on réalise qu'il est déjà parti ailleurs, d'une certaine manière. Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que pour simplifier, on pourrait dire c'est presque en miroir le William Jones français, d'une certaine manière. Il a cette vision d'une Asiatic Society, même si pour lui, elle serait mobile, etc. Il y a vraiment cette entreprise. Le savoir, c'est pas juste du savoir, quoi. Il y a quand même une... Faut-il épouser un empire colonial, rétablir les établissements français, ou au contraire avoir quelque chose de beaucoup plus volatile, de beaucoup plus mobile. Et ça, j'ai l'impression qu'il est plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire que finalement, il n'aurait peut-être pas été tout à fait d'accord
le retour de l'empire colonial français en Asie, c'était peut-être pas exactement ce qu'ils souhaitaient. Voilà. Bien, alors je crois que nous pouvons remercier alors nos intervenants de ce matin. Et nous nous donnons 1 heure pour nous restaurer, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi l'estomac. Et donc nous nous retrouvons ici à 14 heures